l'identification d'une trame noire donc, au sein du parc du Ventoux. Mais il me semblait important de rappeler que ce travail autour de la lutte contre la pollution lumineuse et de pratiques vertueuses a déjà été mis en œuvre et traité par beaucoup de parcs de la région Sud. Donc, les parcs de la région Sud font partie d'un réseau au sein d'une association. Donc, il y a eu des actions transversales qui ont pu être menées avec la création de différents documents de sensibilisation. Donc, à gauche, vous avez un document de sensibilisation à destination des élus, de la population. Il y a eu un kit pédagogique avec différents types d'outils qui a été également créé, qui permet d'animer différentes sessions de sensibilisation sur le sujet pour tout public. Et enfin, on est en train de finaliser la création de documents de sensibilisation à destination des acteurs privés, qui, on verra, est une cible, un acteur qui peut être beaucoup plus vertueux qu'il ne l'est à l'heure actuelle, avec un peu 3 typologies ciblées, les commerçants, les zones d'activité et tout ce qui est camping et hostellerie de plein air qui ont vraiment des pratiques à améliorer. Donc, d'autres exemples d'actions concrètes qui ont pu être menées par mes homologues sur leur territoire respectif. Le parc naturel régional des Préalpes d'Azur, Bénédicte, normalement, mon homologue participe au webinaire de ce matin, donc pourra peut-être faire quelques remarques, qui a pu obtenir le fameux label RIS international, qui est le label international de réserve de ciel étoilé, à l'échelle de son territoire et du parc national du Mercantour. Donc, avec une phase de diagnostic justement en amont des installations d'éclairage public, des actions à mener sur la sensibilisation aux enjeux de la pollution lumineuse et un suivi dans la durée des avancées des communes sur le sujet. Le parc naturel régional du Luberon a également engagé beaucoup d'actions sur le sujet avec un accompagnement technique des communes dans l'extinction partielle ou totale. Il y a sûrement eu une phase d'accélération pendant suite à la guerre en Ukraine et l'augmentation des coûts de l'énergie, mais on peut voir que 54 des 78 communes adhérentes, à l'heure actuelle, pratiquent l'extinction. Donc, il y a un accompagnement sur l'extinction, mais aussi sur la rénovation et la recherche de financement pour rénover les installations existantes. Alors, pour en venir au parc naturel régional du Mont Ventoux, un territoire d'exception au nord de la région sud, on a lancé ce travail-là. Alors, c'est un parc récent, je tenais à le rappeler. C'est le dernier qui a été créé en juillet 2020 avec 37 communes. Et dans sa charte, des actions qui ciblaient déjà, des mesures plutôt, qui ciblaient déjà un travail sur la pollution lumineuse. Alors, pourquoi ce travail a été engagé et mis en œuvre? Alors, il a été initié récemment suite à l'accueil d'une stagiaire en Master 2 géomatique, dont c'était la mission principale, avec une entrée volet préservation de la biodiversité, qui est une mission historique des parcs. Le souhait de valoriser ce travail-là aussi au sein du service urbanisme au travers du SCOT, donc avec des recommandations sur la pollution lumineuse, et dans les différentes notes d'enjeux et avis qu'on émet en tant que personne publique associée sur les PLU des communes. Il y avait une entrée volet énergie qui me concernait, donc pouvoir faire des diagnostics et continuer à accompagner les communes dont beaucoup ont rénové leur parc d'éclairage public, mais en prenant en compte cet enjeu pollution lumineuse pour essayer de les faire tendre vers l'extinction, mais aussi faire les meilleurs choix techniques, que ce soit en zone à éteindre et ou en luminaire à changer. Et enfin, d'intégrer tout ça dans une application de système d'information territoriale de manière à ce que tout le travail réalisé soit vraiment soit conservé dans le temps pour qu'on puisse faire voir les choses un petit peu évoluer. Donc, ce travail-là de la trame noire, il est en lien, bien sûr, avec la trame verte et bleue. C'est un peu une continuité. On est dans une même logique d'identification de réservoirs et de corridors écologiques. Dans la trame verte et bleue, on est plutôt sur des espèces diurnes. Sur la trame noire, on va bien sûr être sur des espèces nocturnes, bien que des espèces diurnes puissent être concernées. Donc, le périmètre de l'étude a été élargi aux 2 SCOT, Arconta-Ventoux et Vaison-Ventoux, parce que c'était le même périmètre initial que celui qui avait été pris en compte pour la réalisation de la trame verte et bleue en 2016. Alors, la méthodologie, elle est en cours de finalisation. Il n'y a pas un consensus général au sein des services, mais en gros, c'est un mix entre les 2 méthodologies déductives et intégratives que propose l'OFB. Donc, il y a d'abord eu une logique d'identification d'espèces nocturnes cibles, donc une
mise en lien avec l'occupation des sols pour voir les zones les plus favorables. Et une deuxième partie méthodologique qui prenait en compte la pollution lumineuse, avec notamment l'utilisation de la couche de radiance qui avait été produite par le CEREMA en 2018 par le satellite LUORA, un calcul de la pollution lumineuse potentielle par rapport à la BD Topo, et qui nous a permis, donc ces deux méthodes, d'aboutir à un réservoir trame noire selon la favorabilité, un autre réservoir selon la pollution lumineuse, et de pouvoir définir également des zones à enjeu, donc des corridors à conforter, des zones par défaut qui ont été intégrées, tout ce qui est zone humide, et des zones de vigilance de moindre enjeu, mais qui ont vocation à faire l'objet de sensibilisation de tout acteur qui pourrait avoir des éclairages sur cette partie-là. Donc, attendez, je continue. Donc, aujourd'hui, la thématique est plutôt sur l'éclairage public, mais c'est vrai qu'on a pu voir la complexité pour récupérer les nombreuses données. Donc, tout ce qui concerne biodiversité, il y a moult bases de données, accessibles gratuitement ou pas. L'occupation du sol et la favorabilité a aussi donné lieu à de nombreux débats pour savoir si on prenait l'OCSOL, si on prenait l'OCSGE, qui est plutôt dédié à l'urbanisme, dans le cadre de la loi ZAN. Donc, on a fait un petit peu des mix aussi. On tient à remercier aussi l'aide du CEREMA pour avoir pu nous mettre à disposition des datas satellitaires. Sujet aussi où il y a beaucoup d'interrogations sur quel type de data il faut prendre. Et enfin, on a pu récupérer assez rapidement des données auprès du syndicat d'énergie vauclusin, que je tiens à remercier, et de la ville de Carpentras. Donc, à ce jour, on a pu récupérer 2 bases de données. Donc là, via le SEV, dont beaucoup de communes du département du Vaucluse ont délégué la compétence, 30 communes, 7 829 points lumineux. Et dans l'ensemble, les grosses villes du Vaucluse, en fait, ont gardé en régie, et l'ont confié souvent à des prestataires privés, la gestion de leur éclairage. Donc, on a pu se rapprocher de Carpentras, qui nous a fait remonter un fichier au format SIG. Donc, dans un monde merveilleux, il nous aurait fallu un fichier aussi exhaustif que la dernière réglementation ECLEX qui vient de vous être présentée, mais on a au moins la géolocalisation des points lumineux, le type de source, la puissance des sources en watts, et dans le cas de Carpentras, ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à avoir des données un peu plus exhaustives avec les zones concernées ou par de la coupure nocturne ou par un abaissement. L'idée, c'est quand même, en phase diagnostique, en restant derrière son ordinateur, d'avoir les données les plus précises. Mais pour toutes les autres communes, on a pris notre téléphone et on a appelé les communes pour savoir exactement quel type d'extinction est-ce qu'ils éteignaient, de manière totale ou partielle, sur quelle tranche horaire, et est-ce qu'il y avait des différences par rapport à la saisonnalité. Donc, à ce jour, il nous reste pas mal d'éléments à compiler. Armoire de commande, nombre de départ, par exemple, pour pouvoir préconiser et voir la faisabilité d'une extinction de telle ou telle voie. Ça, je ne désespère pas de l'avoir. Le type d'implantation des luminaires, sur MA où on applique, la hauteur du luminaire, le type de lanterne, un lien vers la fiche technique de la lanterne, je pense, c'est quelque chose qui est réalisable, parce que souvent, il y a des acquisitions de plusieurs dizaines de luminaires identiques à un instant T. Des températures de couleur qu'on ne retrouve quasiment jamais. Et bien sûr, si on avait des études d'éclairement associées aux points lumineux, ça permettrait vraiment d'avoir un diag qualitatif. Et quelque chose que moi, j'aspire à récupérer également, c'est tout ce qui concerne, qui sont souvent en dehors de ces bases de données, c'est la typologie d'éclairage qu'on va retrouver sur les installations sportives et les mises en valeur du patrimoine. À mon sens, pour faire une préconisation, que ce soit à un acteur privé et ou à une commune, la visite de terrain reste quand même incontournable. Hop. Et je tenais juste à vous illustrer, donc même si on n'a pas tout à fait finalisé la méthodologie, on travaille en parallèle avec notre sigiste référent. Donc là, je vous ai mis l'exemple, la commune de Bédouin. Donc, on a intégré en termes toutes les couches qui ont servi à l'élaboration de la trame noire et tous les éléments techniques qui nous ont semblé pertinents, on les a intégrés dans cette application qui a vocation à terme à être publique pour certains éléments et qui reste un outil de travail pour nous. Donc là, vous avez la commune de Bédouin avec le plus gros massif forestier communal de France. Donc, en noir, on peut voir par exemple donc, les différents réservoirs de trame noire. Si vous arrivez à l'identifier,
Bon, tous les petits points jaunes, ce sont les points d'éclairage public. On a jugé opportun, par exemple, de rajouter, parce qu'il y avait des bases de données existantes, les carrières, qui sont souvent une source de pollution lumineuse. Et en rouge, vous allez retrouver les zones en jeu entre réservoirs tram noir, qui sont a priori des endroits cibles. Pour vous montrer la complexité de la tâche, on a mis en parallèle, donc ce sont les petits carreaux orangés, rouges, etc., qui sont les données de pollution lumineuse ici du satellite de 2018, des mesures. Et là, on peut voir que certains sites apparaissent, des taches rouges, donc des endroits où il y a de la pollution, apparaissent en dehors des zones où l'éclairage public est présent. Et donc je l'ai mis là. Et après étude, on s'aperçoit que cette grosse tache noire, c'était le centre de vacances naturiste Bélizy qui est étendu sur beaucoup d'hectares. Et on peut voir que le deuxième site au sud de la commune est en fait le centre d'exploitation d'une carrière qui est allumé toute la nuit pour être passé devant récemment. Donc là, on peut voir vraiment l'intérêt de… on a besoin de toutes ces données, je pense, pour arriver à travailler de manière qualitative sur le volet pollution lumineuse, que ce soit les données satellitaires ou les données d'éclairage public. Là, vous avez mis un autre exemple. On commence à pouvoir, sur l'application qu'on est en train de développer, elle est vraiment en phase bêta-test, on arrive à superposer les couches où on a des zones humides ou des zones à enjeu avec le réseau d'éclairage public, par exemple, de la ville de Carpentras. J'espère que je n'ai pas été trop lent et que Thibaut Rolt du Parc du Luberon et Bénédicte pourront compléter leur expérience, qui, à mon avis, est très riche. Merci.